Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui dédiée à la journée mondiale de la radio. Euh, Tout d'abord, je tiens à rappeler que le débat d'aujourd'hui est organisé par le Bureau des liaisons UNESCO de Bruxelles, l'Organisation des Nations Unies avec un mandat de défense et de soutien à la liberté d'expression. Alors, on parle de radio. La radio, entre les médias, est peut-être le plus ancien au monde, mais aussi le plus démocratique. Il permet, par exemple, à diverses communautés d'accéder à l'information dans leur propre langue et aux auditeurs d'exprimer leur opinion et de participer au dialogue interculturel. Et puis, parfois, il y a aussi de la bonne musique. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Le thème de cette année, c'est la radio en période de catastrophe et d'urgence. Pour en discuter avec nous, j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons Francisco Diasio, secrétaire général de AMARC. Bonjour. Bonjour à vous, une organisation internationale au service des mouvements de la radio communautaire. Puis nous avons M. Henry Nzouzi, directeur de Radio Mboté, Bonjour. la radio de la diaspora africaine basée à Bruxelles. Vincent Znid, de l'Association européenne des radios AER, la lobby des radios commerciales qui gère les relations avec les institutions européennes. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Monsieur Duki, directeur de Radio Arabelle. Bonjour. Radio Arabelle est une radio qui s'adresse à la communauté arabophone puisqu'elle transmet au 70% en français et au 30% en arabe. On a bien servi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, Monsieur Znid, commençons tout de suite à parler des radios, mais est-ce qu'aujourd'hui en Europe, on écoute encore de la radio pour s'informer? Et oui, 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 oui. Les chiffres sont assez réguliers, hein. C'est 80% de la population qui en moyenne écoute entre 2 et 3 heures par jour la radio dans toute l'Europe. À cela, il faut ajouter une étude qui est faite chaque année par l'Union européenne, qui s'appelle l'Eurobaromètre, et qui énonce que la radio est le média auquel on fait le plus confiance, en fait. Voilà. Donc oui, on écoute la radio, oui, on écoute pour avoir des informations, et on écoute beaucoup aussi dans la voiture. Il y a une étude qui a été publiée hier, qui a été réalisée en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, qui énonce que 84% des gens qui prennent leur voiture écoutent la radio, et 75% de toute l'écoute dans la voiture, même quand il y a d'autres modes d'écoute, reste l'écoute de la radio, quoi. Et écoutez, le passage numérique, ça signifie quoi pour la radio même? Alors, le passage au numérique, ça prend deux formes en fait, dans le monde de la radio. Il y a une forme, c'est ce qu'on appelle le en ligne, online, tout ce qui est sur Internet. Donc là, je pense que toutes les radios, enfin, je pense que Radio Mboté, c'est un bon exemple. Ouais, tout à fait. C'est la présence. Bon, franchement, ça c'est un truc que la radio a adopté tout de suite. Et après, il y a la radio numérique terrestre. Donc ça, c'est autre chose. Et en fait, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la modification du signal. Donc, quand on écoute maintenant la radio, en général, c'est avec la FM. Donc, on modifie la voix pour en faire des ondes hertziennes. Et le mode de modification de la voix avec la radio numérique terrestre, c'est juste qu'on fait des 0 et des 1. Alors, ça permet des changements techniques, un peu plus d'interactivité, un peu plus même parfois des images. Mais le principe de la radio reste le même. C'est quand même un média porté par la voix, un média qui est gratuit, un média simple d'utilisation, hein. Il faut voir qu'il n'y a pas beaucoup maintenant dans notre ère d'Internet de médias qui restent aussi simples d'accès, hein. Et c'est ça qui est génial avec la radio, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on écoute la radio autant et pourquoi est-ce que la radio est là pour rester, quoi. Et Monsieur Dessio, donc on écoute beaucoup encore de la radio et dans les situations d'urgence,
Dans les situations d'urgence, encore plus. Dans des situations d'urgence, on s'imagine que quelquefois, on n'a pas accès à nos téléphones mobiles, on n'a pas d'électricité. La radio reste l'instrument qu'on peut utiliser avec 2 petites batteries et l'écouter dans des zones très reculées ou dans des situations très, très difficiles. Je voudrais un instant rebondir sur ce que mon collègue Vincent venait de dire sur la radio numérique. Je pense qu'il a exactement cadrer la question et les défis. Donc le défi, c'est d'avoir accès à une radio qui reste donc avec un élément de gratuité. Ça, c'est fondamental. La radio que nous écoutons sur l'internet ou avec nos téléphones cellulaires, même si elle nous coûte un petit centime de notre abonnement, ce n'est pas forcément une radio gratuite. Et surtout, il y a encore un aspect qui est intéressant, et c'est l'aspect de l'anonymat. Quand on écoute sur l'internet, nos IP sont très facilement repérables, alors que la radio FM traditionnelle sur les ondes hertziennes reste une radio anonyme. Moi j'aimais, mais je ne sais pas qui sont mes auditeurs, alors que sur l'internet j'ai éventuellement la possibilité de comprendre certainement la nature. Mais pour en revenir un peu à votre question, dans des zones et dans des situations d'urgence, c'est évident que la radio reste l'instrument plus flexible. Remettre en place même des structures, des studios, c'est quelque chose qui se fait désormais avec beaucoup de facilité. Donc même des radios qui ont été frappées par des tremblements de terre, par des désastres, par des catastrophes naturelles, sont très très facilement reparables. Il y a des studios plug and play, on branche et on émet. Et de l'autre côté, comme je le disais, c'est l'aspect de l'écoute. Il n'y a pas tout simplement un aspect technique, il y a aussi un aspect de contenu, je pense, et c'est la question liée aux langues locales. Donc la radio, au-delà de la télévision et de l'Internet, où il y a une utilisation massive des grandes langues, le français, l'anglais, l'espagnol, la radio reste liée aux langues vernaculaires, aux langues des populations auxquelles on s'adresse. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui fait la différence dans certaines situations. Le débat sur la radio, excusez-moi, je voudrais rebondir également là-dessus, montre aussi quand même qu'on a eu un débat un peu similaire à l'époque, lorsque les sites internet sont arrivés. On avait prédit la mort des journaux papier et des magazines, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une forme de nostalgie. Les gens continuent à avoir ce rapport charnel avec le papier. La radio a aussi ceci de particulier, au-delà du caractère gratuit, c'est effectivement le mode d'accès le plus facile. Vous parliez effectivement de situations d'urgence. Vous serez étonné de voir dans des villages extrêmement reculés en Afrique notamment, des gens qui restent ostensiblement accrochés justement à la radio parce que c'est le seul élément qui leur permet encore d'avoir, je dirais, une relation avec le monde extérieur. Votre radio transmet en ligne. Absolument, c'est une web radio. Nous avons fait le pari de faire une radio en ligne parce que nous souhaitions dès le départ accéder à un public large et nombreux, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque en 2013 justement Jean-Jacques Ben a conçu cette radio et m'en a confié la direction, on a souhaité doter la diaspora africaine d'un outil de promotion et de valorisation dans une société où les rapports n'ont pas toujours été aussi simples, je dirais, entre les minorités visibles et, je dirais, les populations locales. Il fallait donc un outil qui permette à la fois de dissiper les malentendus et montrer qu'il y a effectivement des parcours d'intégration extrêmement intéressants et valorisants, qui permettent aussi de changer le regard des autres, surtout aujourd'hui, avec l'actualité que l'on connaît et le contexte dans lequel nous vivons. Écoutez, nous avons parlé des langues tout à l'heure. Monsieur Ndouki, vous transmettez aussi en arabe. C'est bien ça, oui. Comment vous avez pris ces décisions? Comment le public réagit à ce double, disons, langue que vous utilisez dans votre radio? Merci, Primo, pour l'invitation. Je voulais donner un petit historique de la radio Arabelle. Donc, c'est une radio qui date depuis 31 ans maintenant, presque. Donc, elle a fonctionné sur 28 ans sur le nom d'Almanar. Et donc, depuis juin 2013, la radio a changé de peau. Donc, elle s'appelait Arabelle maintenant. Mais toujours le nom venait de l'ancien nom. Le premier A, c'est Almanar, le RA de radio, et Belle de Belgique. Donc, avant, on s'appelait Almanar Radio Belgique. Et juste le nom commercial, maintenant, on s'appelle Arabelle. En fait, dès le début, dans notre cahier de charge, on a bien mentionné que la radio sera 30% en arabe,
qui est destiné pour la communauté arabophone de Belgique, et 70% français. Donc nous sommes toujours et chaque année appelés à respecter ce quota-là. Donc on a des programmes en arabe, on a du concours français, donc des infos en arabe, des infos français, et le public est enchanté de cette programmation. Écoutez, c'est quoi le rôle d'une radio communautaire dans des situations de crise? Rappelons-nous que Bruxelles a vécu une grosse situation de crise au mois de novembre. Oui, avant tout, nous sommes une radio, c'est un média, donc on fonctionnait comme chaque média, comme chaque radio nationale ou autre. Donc dans les moments de crise, nous sommes mobilisés tous à donner plus d'informations, exactes informations à nos auditeurs. Et donc aussi de tempériser un petit peu. Donc, surtout que, ce que vous venez de nous dire, dans des communes où il y a forte densité arabe, donc il faut soulager les gens, il faut rassurer les gens que nous sommes tous ici dans le même bateau. Donc il faut travailler avec l'État, avec tout le monde pour assurer la paix dans ce pays, dans le monde entier. Donc, Mais si je puis me permettre, moi je suis parfois un peu mal à l'aise par rapport au terme radio communautaire. Si je prends l'exemple de Radio Mboté par exemple, certes le nom Mboté veut dire bonjour en lingala, mais quand vous prenez la grille de programme et les émissions que nous faisons, que nous avons déjà fait, ce sont toutes les communautés en fait, toutes les minorités dites visibles qui ont accès donc à la radio, et nous ne sommes pas focalisés sur une catégorie, je dirais, de population. Maintenant, je ne sais pas si c'est un terme générique qui est aujourd'hui, je pars sous votre contrôle, hein, qui est, je dirais, le nom, ou en tout cas l'expression consacrée, mais je pense que même si ces radios sont dirigées en amont par des personnes originaires des pays étrangers, lorsqu'elles s'inscrivent dans un paysage audiovisuel local, elles peuvent, je pense, offrir la même qualité de service que les mainstream, comme on les appelle au niveau des médias. Et selon votre expérience, c'est laquelle est la réaction, disons, de la population locale? Donc, Heureusement que ces médias sont considérés comme une source d'information supplémentaire qui permettent justement d'accéder à une interprétation peut-être un peu différente des faits, parce que bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les médias les plus puissants s'imposent et donc ont une tendance à imposer parfois, je dirais, leur ligne, je dirais, éditoriale, mais l'avantage évidemment, c'est d'avoir un autre son de cloche par rapport au sujet d'actualité, par rapport à ce qui se passe autour d'eux, tout simplement. Monsieur Diassio, on parle d'urgence. Aujourd'hui, l'Europe est en face d'une grosse urgence, c'est la crise immigratoire. La radio peut aider, peut servir. Oui, juste un instant pour revenir en arrière sur la question de la définition que notre collègue soulevait. En effet, la définition radio communautaire, radio associative est une définition très très large et donc probablement ça vaut la peine aussi d'encadrer de quoi on parle. Il y a tout d'abord un problème sémantique en Europe, dans le sens que les radios associatives sont présentées avec différentes terminologies, tout simplement. Ce qu'on appelle radio communautaire en Angleterre, dans le Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, c'est une radio associative en France. Donc ce n'est pas forcément la communauté géographique, mais c'est plutôt une vocation associative de la radio. Ce qui ne veut pas dire qu'elle s'adresse exactement à une communauté bien définie. Il y a des radios associatives à l'échelle des villes, donc qui s'adressent tout simplement à une citoyenneté très large. Et donc des communautés qui peuvent être les jeunes, comme dans les radios campus, des communautés qui peuvent être des communautés religieuses, là quand il y a des radios faites par des diocèses, surtout en Afrique, dans des pays en voie de développement. Donc c'est un secteur extrêmement large, extrêmement vaste. Donc la définition de communauté géographique, je comprends la malaise de notre collègue, en fait ne répond pas finalement à cette diversité. Ceci dit, il y a des missions. Et une des missions que notre collègue originaire de la Tunisie nous mettait en lumière, c'est exactement celle d'une correcte information. Et c'est là où il y a, par exemple, une grande différence lorsqu'on parle de crise humanitaire, désastres naturels, ou les crises, par contre, liées à des situations de terrorisme, comme ce qui s'est passé au mois de novembre et que vous venez de dénoncer. Quand il y a des crises humanitaires, donc
En général, ce qu'on remarque, c'est que malgré la nécessité d'avoir plus d'informations, on en a moins. On en a moins pour différentes raisons. Les radios, elles sont elles-mêmes frappées par des séismes ou par un tsunami ou par des inondations. Donc il y a des radios frappées directement. Si les journalistes ne sont pas frappés directement, probablement il y aura quelqu'un dans leur famille ou dans leur cercle, si vous voulez, social qui a pu être frappé. Les radios reçoivent moins de recettes publicitaires parce que bien évidemment l'économie est directement touchée par les désastres naturels, ce qui fait qu'il y a un processus, un cercle vicieux qui se met en route et l'information qui devrait être, je le répète, plus forte, plus directe et plus engagée, souvent, par contre, elle reste affaiblie dans toute cette situation. Si ça peut vous rassurer, juste un élément très rapidement, mais vous avez évoqué effectivement des éléments tout à fait pertinents, mais vous avez quand même ceux qui aujourd'hui, d'une certaine manière, font indirectement l'information. Ce sont tout simplement les gens, les populations, les victimes, qui grâce à d'autres moyens de communication arrivent à communiquer sur ce qui se passe et ça permet une restitution des faits. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est là justement la différence même et la valeur ajoutée de certaines radios associatives. Je voudrais aussi dire une chose. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à Haïti après le tremblement de terre. J'ai travaillé beaucoup en RDC, au Congo. J'avais visité les radios au Japon après le tsunami. Il faut dire une chose. Dans beaucoup de pays, la distinction entre une radio de nature associative ou locale commerciale, la différence est vraiment très très petite. On a évoqué les questions liées à la numérisation et les intérêts sont exactement les mêmes. Ici, on parle de radiophonie locale, tout simplement. Et quand il y a une radiophonie locale qu'on veut défendre, on défend une radiophonie locale qu'elle puisse être de nature associative, commerciale, mais aussi publique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le secteur de la radiophonie locale, il y a aussi des radios, entre guillemets, municipales, donc avec des fréquences qui sont assignées à la municipalité et avec laquelle les groupes et les associations peuvent travailler directement pour la mise en antenne de certains programmes. Donc je pense que il faudrait aller au-delà de la simple distinction associative commerciale, vu que très très souvent cette limite est vraiment très labile. Monsieur Sneed? Oui, non, je voulais revenir sur... en fait, quand il y a des catastrophes, ça c'est aussi un des éléments très forts de la radio, hein, un des éléments qui fait que la radio est un média très populaire, c'est effectivement le fait que s'il y a une catastrophe, on peut toujours se retourner sur la radio. Les réseaux de communication, on va dire Internet, mobile, ce genre de choses-là, ils sont quand même plus fragiles. Bon, physiquement, parce qu'ils ont plus d'antennes, en fait, même si ça a été amélioré récemment. Et l'autre raison, c'est que parce qu'en fait, dès qu'il y a une catastrophe, tout le monde se met sur son mobile, sur son portable, et commence à téléphoner à la maison, envoyer des textos, tout ça. Et ça peut faire exploser le réseau. Ça a été quand même amélioré récemment, mais quand même, on voit que la radio reste un élément de sécurité. Et récemment, dans Le Soir, ils parlaient du blizzard qui s'est abattu sur les États-Unis. Et donc, ils expliquaient qu'est-ce qu'on fait en cas de blizzard. Bon, ça ne va pas arriver en Belgique, mais bon, quand même, c'était marrant de voir ça. Et ça finissait, l'article disait « Et n'oubliez pas d'avoir une radio avec des piles qui fonctionnent avec vous. » Bon, voilà. Donc, on voit bien l'élément de puissance de la radio et voir un peu... On voit bien pourquoi la radio est aussi populaire et aussi présente. Maintenant, pour la distinction commerciale, associative ou communautaire, enfin bon, et publique, on voit l'importance de la richesse du panorama, en fait. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait ces différents acteurs fait qu'il y a des espèces de contrôle de qualité qui se font l'un par rapport à l'autre. Enfin, il faut se rappeler qu'il y a quelques années encore, il n'y avait que la radio publique. Hein. Et c'est très bien illustré par un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Good Morning England. Je vous conseille de le regarder si vous avez l'occasion. Ne serait-ce que la scène d'introduction qui doit durer 2 minutes montre en main, ça explique très 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 bien le rôle essentiel des radios commerciales qui a ouvert la porte aussi après, j'imagine, aux radios associatives. Après, moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est un peu l'idée que j'en ai en fait. Donc, le fait qu'il y ait ces nouveaux acteurs, ça a amené de l'innovation, ça a amené
peut-être un peu plus de rapport aux gens, plus direct. Et ça, c'est aussi un autre élément de richesse de la radio que je pense qu'il est important de rappeler en cette journée mondiale de la radio. Et qu'est-ce que vous demandez à l'Europe, disons, avec votre association, votre travail quotidien à Bruxelles? Alors, on travaille sur beaucoup de thèmes. On travaille principalement sur les législations qui sont en train d'être adoptées. Et il faut voir que très souvent, quand une législation est en train d'être préparée, on pense très facilement aux médias visuels en fait. On pense à la presse, on pense à la télévision, on pense à Internet. Bon, la radio, c'est le seul média qui est basé sur le son, qui est principalement basé sur le son. Donc on ne pense pas forcément à comment ça va être impacté en fait. Donc ça c'est un de mes rôles, ou un des rôles de l'association, c'est de lever la main et de dire attendez, là vous avez prévu quelque chose qui marche très bien pour la télévision, qui peut marcher peut-être pour la presse, ou pas du tout, je sais pas, mais enfin, en tout cas ça marche pas du tout pour la radio, peut-être qu'on en discute et on voit un peu comment ça peut être adapté. Et ça, c'est une chose. Après, donc, ça peut couvrir des domaines aussi larges que les droits d'auteur, l'accès au spectre radioélectrique et la gestion des fréquences, la réglementation de la publicité, la réglementation de la concurrence entre les différentes radios. Bon, voilà, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels on travaille. Alors, vous détailler une demande, c'est un peu délicat parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais... on travaille, je sais pas, moi si je peux prendre un thème, c'est par exemple la publicité. Il faut garder en tête que c'est un média qui est basé sur le son. Et donc si vous rajoutez du texte dans une publicité parce que vous voulez informer les gens sur un certain thème, en radio, ça veut dire qu'il faut doubler le temps de la publicité. Et c'est très très délicat. C'est très délicat. Et en plus, on s'est rendu compte qu'en fait, les auditeurs n'écoutent pas ces messages qui ont été rajoutés, qui sont censés être destinés à les aider, à les informer sur certains thèmes, et ils n'écoutent pas. Si c'est trop long, l'usage est perdu et ça impacte directement sur la radio. Donc ça, c'est un thème. Voilà. Monsieur Dugui, le panorama est très complexe. Pourtant, Radio Arabelle existe depuis les années 80. C'est lequel votre secret pour ce succès, disons? Je peux parler seulement de la période où j'ai pris la radio, c'est-à-dire de juin 2013 jusqu'à aujourd'hui. Aussi, sur cette période-là, la radio Arabelle a fait un grand saut vers l'avant. Donc, on a doublé nos recettes publicitaires, c'est vrai. Mais aussi, il y a une bonne gestion de la radio, mais toujours les radios, que ce soit nationales, que ce soit locales, que ce soit communautaires, ils ont beaucoup de problèmes financiers parce qu'ils sont majoritairement le budget de la radio, il est issu des recettes publicitaires. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui préfèrent les radios nationales sur les radios régionales pour faire de la publicité. Mais on existe jusqu'à maintenant, vu les bénévoles qui se trouvent en Belgique. Ça, c'est une activité ou c'est un système qui se trouve en Belgique qui peut aider soit les SPL ou bien soit les radios pour exister. Donc, jusqu'à maintenant, comme chez nous, par exemple, à la radio, on travaille entre 20 et 25 bénévoles sur la grille des programmes. Donc, c'est un soutien énorme pour nous. Nous aussi, nous sommes comparés à des grandes radios avec des moyens très très limités. Et quand je vois, j'étais à Paris il y a une semaine ou il y a une semaine et demie, invité avec des grandes radios comme Bel RTL, comme La Première et tout ça. Ces gens-là, ils parlent 10 millions et 10 millions d'euros de budget par année. Et quand je vois leur grille de programme, donc vraiment on diffuse, on va dire, à 70-80% comme eux, avec nos budgets à nous. Donc c'est vraiment un grand chapeau pour nous d'exister jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, face à certaines émergences comme la crise migratoire qui touche l'Europe aujourd'hui, vous transmettez aussi en arabe. Comment vous vous comportez? Vous vous adressez à la communauté arabe dans une certaine façon. Comment utilisez-vous la radio vis-à-vis de cette émergence? Comme je disais tout à l'heure, la radio, c'est un média classique comme d'autres radios. C'est-à-dire on ne va pas diffuser un message spécifique pour ces gens-là, mais on informe ces gens-là comme d'autres radios, mais en arabe. C'est-à-dire nos informations en arabe sont en collaboration avec l'équipe rédaction en français, mais il n'y a pas un message spécifique pour cette flux migratoire. Donc on informe de tous leurs droits ici en Belgique, comment se comporter, ça, mais ni plus ni rien, ni moins, quoi.
Dans les autres pays, pour tout ce qui concerne la gestion de la crise migratoire, il y a des initiatives. Bah, vous voyez, en général, la question de la migration est maintenant à l'ordre du jour. Nous avons beaucoup de nos membres qui travaillent dans des situations très précaires. Je veux dire, la situation qu'il y a ici en Belgique est de toute façon une situation privilégiée par rapport à d'autres pays en Europe où le secteur associatif n'est pas pleinement reconnu et qui rencontre donc même des contraintes au niveau législatif et des régulations audiovisuelles qui ne sont pas mises en place et donc qui ne peuvent pas appliquer les lois qui par contre donneraient un cadre éventuellement favorable. Donc il y a des radios au Kosovo, en Macédoine, nous avons des membres en Grèce, il y a beaucoup de projets qui se développent. De nouveau, l'accent est mis sur l'information. Donner une correcte information non seulement aux pays dans lesquels nous nous trouvons, aux citoyens auxquels nous nous adressons, mais essayer d'établir des ponts, surtout avec nos collègues en Afrique subsaharienne ou en Turquie, en Grèce, là où il y a tout le passage de cette masse de migrants et de réfugiés qui cherchent un moment de sécurité ici en Europe. Donc il y a de nombreux projets qui se développent, mais c'est de nouveau sur l'information qu'on essaie de mettre l'accent, donc une correcte information, et surtout essayer de démonter tout ce qui est lié par contre aux clichés, stéréotypes et le concept central sur lequel souvent les grands médias, les grands réseaux ou même parfois les services publics jouent, et donc c'est le sentiment de peur, la peur de perdre son identité culturelle, la peur de perdre le boulot, la peur de le plombier polonais, pour utiliser la métaphore qui était utilisée il y a quelques années en France. Donc je veux dire, et c'est dans tout ce contexte que je pense qu'il faut travailler ensemble. D'ailleurs, les radios associatives travaillent parfois avec les services publics. Il y a une sorte de complémentarité sur beaucoup d'aspects. Mais de nouveau, je pense que c'est sur une correcte information qu'il faut mettre le focus. De ce point de vue-là, je pense aussi, pardon, excusez-moi, qu'il est important, au-delà de combattre les clichés, les idées reçues, c'est par rapport à des médias extrêmement importants qui parfois nous vendent des informations clés en main, hein, qui sont destinées, je dirais, à la large consommation, c'est de prendre un peu de recul par rapport aux véritables enjeux, puisque comme vous le savez, lorsque les crises sont importantes, il arrive que certaines communautés soient stigmatisées plus que d'autres. Et donc à ce moment-là, notre rôle à nous consiste d'une part à obtenir un son de cloche tout à fait différent et montrer qu'effectivement il y a un discours responsable qui est tenu dans, je dirais, ces communautés, que ce discours gagnerait à être connu. Parce qu'aujourd'hui, vous le remarquerez aussi dans le traitement de l'information, ce sont souvent les petites minorités qui accaparent, je dirais, les 90% de l'information parce que c'est plus vendeur. Donc là aussi, ce recul, cette prise de conscience, c'est aussi une responsabilité que nous avons vis-à-vis des médias que nous représentons. Mais donc les radios sont plus libres, c'est ça que vous voulez dire? Au-delà de la liberté, il y a la question de responsabilité qui se pose parce qu'on ne peut pas diffuser tout et n'importe quoi. Nous devons avoir le recul nécessaire et avoir le courage de dire, même lorsqu'il s'agit de communautés, ce qui va, ce qui ne va pas, d'une façon extrêmement impartiale. Mais d'où ça naît ça? Aidez-moi à comprendre pourquoi les radios, ils ont quelque chose en plus à l'heure qui leur permet d'aller au-delà de l'information des clichés, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est certainement un élément L'accessibilité, d'indépendance, certainement le phénomène de la radiophonie locale n'a pas vraiment un équivalent en termes de télévision. Il y a des télévisions locales, mais il n'y a pas vraiment un impact des télévisions locales, je pense, sur la citoyenneté. Je ne sais pas, mais probablement Vincent est en position de nous donner des... Moi, j'ai mes idées à moi, mais avec l'expérience, on voit que la radio, c'est quand même le premier média social, hein, le premier média interactif. On parle beaucoup, moi je sais pas, je vais pas dire des noms, mais de tous ces réseaux sociaux maintenant. Et la radio, c'était moi, je me souviens quand j'étais petit. C'était très facile d'accéder à l'antenne, de
passer un coup de fil, de dire voilà ce qui s'est passé dans le quartier, ou moi je voudrais vous dire bonjour à ma famille, enfin ces genres de choses-là qui sont... Bon, ça paraît un peu futile parfois, mais c'est vachement Non, non. important, c'est vachement important. Et c'est aussi parce que c'est un média qui part physiquement et il est obligé d'être local. Il est obligé d'être local, enfin, ou il était obligé d'être local jusqu'à très, très récemment. Pourquoi? Parce que c'était diffusé par des antennes qui sont locales, physiquement. Et ensuite, il y a une histoire de langue. Bon, alors, ça va être... moi, je sais pas. Bon, moi, je suis français. Les gens, ils aiment bien... ils vont écouter la radio principalement de leur région parce qu'il y a une certaine intonation, un certain accent. En Italie, il va y avoir des dialectes différents. Et puis, on parle de la vie locale. On parle des embouteillages autour de la rocade de Bordeaux et pas des embouteillages sur le périph' de Paris, par exemple. Pour vous donner un exemple en France. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et donc, je pense que ce contact très proche en fait avec les gens fait que on est obligé de faire attention. On est obligé de faire attention. Après, moi, si je parle au nom des radios commerciales, le financement, il est fait par la publicité à 100%. Si les gens font pas confiance à la radio, ils l'écoutent pas. Et après, ça sert à rien de faire de la publicité sur cette antenne-là. Donc, il n'y a plus de financement. Donc ça c'est quelque chose pour la radio commerciale, propre à la radio commerciale. Mais je pense que la radio, dans toutes ces facettes-là, qui sont représentées ici, et même la radio publique, il y a un élément de contact avec les gens direct, en fait. C'est ça qui est... Et est-ce que l'anonymat aide un peu? Moi, je vois cette popularité de la radio, l'accessibilité. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Francesco au début, vous n'avez pas besoin d'électricité ou autre chose pour écouter la radio, juste des piles, et voilà, dans n'importe où dans le monde entier. Deux, le rôle que joue la radio dans la proximité. Ici, le fort point que Arabelle utilise. Nous sommes une radio de proximité. On parle beaucoup avec nos auditeurs, avec même les petits coins dans Bruxelles. On parle avec les gens. Mais maintenant, on a fait une émission durant le mois de Ramadan, qui est le mois très populaire, très écouté au niveau d'Audimat. Et donc, nous, on a fait une émission Arabelle avec vous. Donc, pendant 2 heures, entre 17h et 19h, on visite vraiment les petites rues de Bruxelles partout pour montrer à Arabelle qu'elle est avec vous, qu'elle s'occupe de vos problèmes quotidiens. Et aussi, les libres antennes, comme l'a dit Voilà. Vincent. Donc, ça fidélise les gens et montre les gens qu'on s'occupe d'eux et de leurs petits problèmes de tous les jours. On parle de tout et de rien, on veut dire. On parle à la femme au ménage, on parle aux commerçants dans son coin, on parle des gens dans leur bureau, donc les problèmes... Oui. Et écoutez, et pendant les jours de Brass Lockdown, donc de la crise du terrorisme, quel rôle a joué Arabelle? Ça, c'était une vraie urgence. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez parlé avec les gens, vous avez enregistré quel sentiment? Pendant les week-ends, on a fait vraiment l'information en continu, c'est-à-dire toute la journée. Donc, on a mobilisé des journalistes sur place. C'est comme autres médias, c'est-à-dire on a travaillé vraiment comme un grand média, comme une grande radio nationale. C'est-à-dire on a informé nos auditeurs minute par minute, les changements, tout ça. Donc, il n'y a pas d'information spéciale à nos auditeurs. C'est vrai, nous sommes une radio communautaire, mais nous sommes une radio belge. C'est-à-dire ici, on s'occupe de nos quotidiens. Ici, en Belgique, on ne voit pas nos pays d'origine, ça c'est autre chose. Tout à l'heure, on a dit que parfois les radios, ils arrivent à aller au-delà de l'information, disons, des masses. Est-ce que Radio Arabelle a joué ce rôle? Il a dit, vous avez communiqué quelque chose que les grands médias, pendant ce jour-là, n'ont pas dit? Pas nécessairement ça. Comme je dis toujours, nous sommes un média, c'est-à-dire on a diffusé des informations que d'être diffusées, que d'être informer les gens. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Belgique, à Bruxelles spécialement. Donc on n'a pas dit à notre communauté vous faire ça, ça ou ça. Non, c'est pas ça. Nous sommes des Belges ici, donc on doit penser tout le monde ensemble, que ce soit d'origine X ou d'origine Y, pour le bien de ce pays, pour le bien du monde entier.
J'apprécie beaucoup l'approche du collègue parce que quand il dit justement au-delà d'être une radio associative ou communautaire, on a une radio belge. Finalement, l'auditeur, il s'en fout. Hein. L'auditeur, il allume la radio et il veut écouter quelque chose de beau. Il veut écouter une bonne information. Il veut écouter une bonne musique. Il ne sait même pas, il ne saura jamais, au moins que ce soit quelqu'un qui travaille dans le milieu, si c'est une une radio de catégorie A, B, C, D, donc une radio associative, publique, commerciale, locale, etc. etc. Et donc c'est ça la différence. Et donc je pense que la vision de nos collègues, donc, de se dire, voilà, au-delà de ce qu'on est du point de vue du statut légal, on se rapproche de nos auditeurs, de nos citoyens, on a une radio belge. Moi je pense que ça c'est une approche très correcte. C'est probablement la bonne façon aussi d'aller au-delà des distinctions du point de vue légal. Je voudrais rebondir sur, j'ai insisté tout à l'heure sur la responsabilité. Vous l'avez évoqué, effectivement, la période où le niveau d'alerte est monté à 4. Le travail des autorités est déjà assez très compliqué, mais on a vu quand même, et ça vraiment c'est un point de vue que je donne ici, la tentation de certains médias, radios et autres, d'aller au-delà. Effectivement, parce qu'il y avait peut-être des zones d'ombre dans le traitement de l'information. Et cette responsabilité que nous avons au niveau des radios, qu'elles soient commerciales, communautaires ou autres, c'est précisément d'accompagner les pouvoirs publics dans ce type de situation-là, mais en ayant présent à l'esprit que nous avons vis-à-vis de nos cibles, c'est-à-dire de nos auditeurs, ce devoir d'information sans, je dirais, spéculer sur quelque aspect que ce soit. Et je pense que la situation est parfois suffisamment compliquée comme ça pour que les radios, quelle que soit d'ailleurs leur forme, ne puissent pas, je dirais, en rajouter. Je pense que ça aussi, c'est un élément que je pense essentiel que nous devons mettre vraiment en avant. Écoutez, tout à l'heure, on a parlé aussi de l'anonymat. Est-ce que dans les situations d'urgence, l'anonymat est un avantage ou un problème à gérer pour une radio? Quand je parlais d'anonymat, je faisais tout simplement une différence entre la radio sur l'Internet et une radio FM traditionnelle dans laquelle même le modèle de diffusion est différent. Non, sur l'Internet, c'est presque une ligne producteur, auditeur, un à un, alors que le modèle broadcast, c'est vraiment une émission vers X personnes, N personnes, et c'est d'ailleurs là un autre élément de difficulté pour les radios, pour calculer combien d'auditeurs et l'évaluation des... Mais donc ça, c'est autre chose. Moi, je pense que l'anonymat, en général, ça peut être quelque chose, si on parle de la protection des sources des journalistes, ça peut être quelque chose de fondamental. Moi, je ne pense pas que dans la question de la gestion des crises, ça soit un élément central. Et surtout, ça dépend de quelle crise on parle. Si on parle de crise humanitaire ou si on parle de crise plutôt liée au monde politique et à l'environnement social dans lequel on se trouve. Donc, je pense qu'il faudrait bien voir les différents aspects parce que c'est des choses bien distinctes, je pense. Mais c'est de quoi a besoin la radio aujourd'hui en Europe pour continuer cet important rôle? Alors, de quoi a besoin la radio? Alors, la radio a besoin de qu'on se rappelle que c'est un élément local, hein, ce qu'on a beaucoup dit ici. Et donc, ça c'est une chose. Ensuite, elle a besoin... Alors, moi, je travaille beaucoup sur la législation, donc je vais vous parler de ce que je connais. Hein, mais en termes de législation, c'est important d'avoir accès à des œuvres protégées par les droits d'auteur de façon facile et aisée. Ensuite, il faut pouvoir préserver un modèle basé, je pense, ça c'est vraiment essentiel, sur la radiodiffusion. Parce qu'en fait, on pense beaucoup en termes d'Internet à l'heure actuelle, et ça a amené des possibilités incroyables. Maintenant, c'est vraiment difficile de faire une émission avec le même impact au niveau local sur Internet qu'en radiodiffusion. En gros, avec la radiodiffusion, comme on a un élément ultra robuste, c'est-à-dire comme on expliquait tout à l'heure, quand il y a des catastrophes, ça reste en place, on peut diffuser des informations, on peut diffuser de la musique, on peut diffuser des programmes radio de façon claire, précise, accessible, gratuite,
tout ce qui fait la force de la radio. Et ça, c'est maintenant complété par un apport d'Internet avec plein d'émissions qui se développent sur Internet ou des sites pour chacune des radios. Mais il ne faut pas oublier le caractère essentiel de la radiodiffusion. Et la dernière chose que je voulais dire sur la radiodiffusion, qu'on ne se rend pas trop forcément compte, mais parce qu'on a l'impression que c'est gratuit quand c'est sur Internet. C'est gratuit. Effectivement, on ne paye pas, on n'est pas avec une pièce à mettre toutes les 30 secondes, comme dans un téléphone, dans une cabine téléphonique avant, mais on paye quand même. Hein, et on ne paye pas énormément, mais on paye. Quand on est en radiodiffusion, on ne paye pas du tout. Cela étant, il y a beaucoup des contenus qui se retrouvent sur Internet, qui sont préparés pour des émissions qui sont radiodiffusées et qui sont après reprises. Voilà. Bon, c'est des problématiques. Et vous parlez de gratuité, mais il y a quand même eu très longtemps la fameuse redevance, hein, qui touchait exactement. Donc ça, c'est aussi un important élément. Oui, mais ça, c'est pour les radios publiques. Pour les radios privées, c'est pas le citoyen qui paye. Encore heureux. Non, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Moi, je pense qu'il faut vraiment... En Europe, d'ailleurs, les législations sont encore très, très fragmentées. Donc, finalement, il y a une nécessité de continuer à travailler sur cet aspect. Notre travail a une perspective légèrement différente de celle de l'AER. Nous, on ne s'occupe pas de publicité. Ça nous dégage d'un problème, je pense, assez important. Par contre, on travaille beaucoup sur la diversité culturelle, qui est d'ailleurs une des missions de l'UNESCO, donc la protection des langues minoritaires, à travers les radios locales, qui font aussi ce travail fondamental. Donc on a des radios qui émettent en écossais, ou en basque, en occitan même, et donc c'est là aussi où il y a un travail formidable de protection d'une culture qu'on doit faire à travers la radiophonie locale. Il y a un autre aspect sur lequel je suis certain qu'on partage la même vision avec Vincent, c'est l'aspect des instances de régulation qui restent, si vous voulez, l'instance au milieu entre les législations audiovisuelles et leur application sur le terrain, et l'indépendance, la vraie indépendance que les instances de régulation devraient avoir. Alors qu'on remarque que dans des nombreux pays, ces instances de régulation ne sont pas vraiment indépendantes. Il ne faut pas aller trop loin. Je pense qu'à côté des exemples formidables comme le CSA belge ou français, nous avons des exemples comme notre agence italienne, la GICOM, qui est par contre une agence qui est fortement gérée par le monde politique. Et je le répète, sans aller trop loin, pour voir les exemples recourants en ce moment de la Pologne ou de l'Hongrie. Donc voilà, on est dans une Europe qui a des règles communes, mais leur application reste encore très difficile, surtout dans le domaine audiovisuel, qui reste encore strictement plus ou moins dans les mains des États, alors que la pêche, l'agriculture sont bien légiférés par l'Europe. Le système audiovisuel, bien évidemment, et la communication restent encore une matière des États nationaux. Excusez-moi, pour revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport aux instances de régulation, ça induit immanquablement la notion de cahier des charges. C'est-à-dire que lorsqu'il y a effectivement des intérêts politiques ou économiques qui sont en contradiction en fait avec la ligne éditoriale éventuellement d'un média, effectivement, là on peut avoir, je dirais, un souci par rapport à la manière dont l'information doit effectivement être traitée. Un autre élément aussi, et là je parle sous le contrôle de mon ami d'Arabelle, c'est qu'on a quand même aussi des exemples de radios qui sont effectivement reconnus par les instances de régulation, mais qui, au fond, ne bénéficient pas, je dirais, des mêmes... je dirais pas avantages, mais en tout cas des mêmes financements ou en tout cas interventions que celles qui sont effectivement reconnues en tant que telles. Parce qu'il y a un certain nombre de critères à respecter, ou en tout cas de conditions à remplir, mais je pense que mon collègue sera plus à même pour en parler. Nous, comme Arabelle, c'est une radio donc, privée communautaire, donc nous ne fonctionnons que nos moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas de soutien ni de l'État, ni d'autres organismes. Donc on a notre commercial qui, lui, a toute la charge pour amener ce budget-là, donc de roulement de financement de la radio.
J'espère qu'un jour, l'État ou le Parlement, il y a un décret qui va aider les petites radios. Parce qu'on fait un rôle très important, un grand travail. On nous demande qu'est-ce que vous faites exactement ça, mais on ne demande pas comment vous vivez. Donc j'espère un jour trouver un fonds qui va aider les petites radios. Mais c'est Snid, pourquoi ces difficultés pour l'Union européenne à, comme on disait tout à l'heure, votre collègue a, disons, réglé aussi cet aspect de la vie Ben, la matière des médias, en règle générale, ça reste, c'est traditionnellement quelque chose qui relève des États. Et ça s'explique parce qu'il y a des caractéristiques nationales qui sont différentes d'un État à l'autre et qui se retrouvent dans les règles techniques qui sont énoncées pour chacun des médias. Notamment pour la radio, c'est quand même très important de maintenir, du fait du caractère local de la radio, c'est très difficile de le réglementer de façon centralisée à Bruxelles. Alors il y a certains éléments, pourquoi pas, et certains éléments, c'est plus difficile. Et je voudrais revenir en fait sur ce que disait Francesco. Oui, il faut des instances indépendantes, ça c'est très très important. Maintenant, alors ça peut paraître un détail, mais tu parlais d'audiovisuel. Alors en France, on dit très fréquemment le paysage audiovisuel français, et on englobe la radio et la télé. Le problème, c'est que on se rend compte qu'en fait, ils ne fonctionnent pas forcément de la même façon, ces deux médias. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur le fait qu'on est audio. La radio est audio et pas audiovisuel, en fait. C'est très important parce que on se rend compte, alors c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur la publicité, parce qu'il y a un caractère seulement sonore de la radio, donc la publicité est plus longue, s'il y a des messages obligatoires en radio, mais ça se retrouve aussi avec le financement, des œuvres qui sont jouées sur la radio. On parle en radio de la musique, par exemple, qui est sur la radio, c'est pas des œuvres qui sont, en règle générale, liées à un droit exclusif. C'est-à-dire que ce sont des œuvres que tout le monde peut utiliser en payant. En matière audiovisuelle, du fait du financement du média audiovisuel et de tout ce qui est audiovisuel, il y a beaucoup de droits exclusifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de premium. C'est-à-dire qu'on peut avoir qu'une seule chaîne de télévision qui a payé le plus qui pourra passer tel match de foot ou tel film. Ça s'explique parce qu'après, ça finance le championnat en question, ça finance le cinéma d'une telle façon. Après, ça se discute si c'est bien fait ou pas bien fait, mais c'est comme ça que ça marche. Pour la radio, c'est différent. Donc, il y a beaucoup de différences entre la radio et la télévision, juste pour prendre les deux trucs principaux. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'on est audio et pas audiovisuel. Et donc, ça explique aussi, après, par voie de conséquence, qu'il y a des éléments qui ne sont pas discutés, ou en tout cas qui ne sont pas réglementés par Bruxelles. Certains éléments. Si vous regardez 70% de la législation qui est adoptée au niveau national, elle vient de Bruxelles. Donc, c'est certains éléments, c'est pas énormément d'éléments. Donc, mais il reste un côté vraiment important qui est entre les mains des États, parce que la radio est avant tout un média qui est local. Voilà. Mais c'est déjà crise migratoire, liberté d'expression, rôle de la radio. Certains pays européens qui ne sont pas si libres, je crois d'avoir compris. Vous savez, la question de l'indépendance éditoriale, de l'autocensure des journalistes est un aspect, moi, je pense, central dans le débat sur la liberté d'expression en Europe. C'est évident que les niveaux de liberté d'expression, d'accès aux médias, d'accès aux ondes est très différent de pays en pays. Et donc, c'est évident qu'il y a encore là aussi beaucoup, je pense, de travail
travail à faire. Là, si vous voulez, on peut revenir un instant sur la question qu'on évoquait au début de l'émission. Et donc, c'est le passage à la numérisation. Est-ce que le passage à la numérisation va favoriser plus d'accès aux ondes, va favoriser la possibilité d'avoir plus d'acteurs et donc va redéfinir le périmètre du pluralisme, ou ça va être de nouveau l'occasion pour permettre aux groupes commerciaux, notamment aux grands réseaux, de s'accaparer plus de fréquences et donc de tout simplement renforcer leur position dominante à l'intérieur d'un marché. Voilà, donc là je pense que c'est un débat. Et donc quand on parle de liberté d'expression, quand on parle d'accès, il faut aussi penser justement aux changements technologiques et ce que les changements technologiques peuvent rapporter même en termes de liberté d'expression. Je dis cela parce que dans des pays où la bande FM est complètement saturée, la Belgique est un de ces pays, mais l'Italie est un autre de ces pays, il y a des phénomènes très curieux de marché noir de fréquences. Moi j'avais connu quelqu'un auquel on appelait, on lui disait si tu veux, j'ai une fréquence sur Rome, mais ça va te coûter 1,5 million. Mais si tu veux seulement une licence dans le Nord, j'en ai une pour 20 000, mais pour l'instant, j'ai pas de fréquence. Mais si tu veux, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable, surtout si on pense qu'on se réfère là à des biens publics. Les fréquences sont un bien public qui doit être géré dans le respect du public et donc avec une gestion rationnelle et optimale. Donc voilà, les problèmes, moi je pense qu'aujourd'hui, surtout en termes de liberté d'expression, sont surtout liés à l'autocensure des journalistes qui, bien évidemment, dans certaines situations, notamment là où il y a un contrôle très strict des lignes éditoriales, sont obligés d'une façon ou d'une autre à limiter leur vision par rapport au monde. Moi je pense que la radiophonie locale, par contre, est encore là un îlot de liberté, justement parce que ça permet d'avoir déjà des sources d'informations différentes, des sources normales d'informations gérées dans le grand système des médias. Donc les 5 ou 6 agences globales qui dictent, si vous voulez, les lignes éditoriales globales auxquelles on se réfère. On regarde toujours les mêmes images sur l'Internet. Si vous allez sur la BBC, sur Radio France ou sur la RAI, vous allez reconnaître plus ou moins les mêmes photos, les mêmes approches sur les faits divers qu'on gère. Donc je suis d'accord avec Vincent, la radiophonie représente un aspect fondamental. L'ancrage local est probablement aussi un îlot de liberté pour certains journalistes. Ce n'est pas un cas d'ailleurs que beaucoup de journalistes du service public qui vont souvent à la retraite approchent les médias associatifs communautaires locaux, tout simplement parce qu'ils savent que là-bas, finalement, ils peuvent faire, avec professionnalité bien évidemment, avec des règles déontologiques bien claires, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc parler à haute voix, même là où il y a des questions très très délicates. Alors précisément, moi j'aimerais aussi qu'on ait une petite pensée pour les auditeurs, c'est vrai, parce que certes c'est la journée mondiale de la radio, mais je pense que sans auditeurs, pas de radio tout simplement. Mais aujourd'hui, le statut de l'auditeur a considérablement changé. Vous parlez de catastrophe tout à l'heure, au début, on voit aujourd'hui que les auditeurs deviennent à la fois acteurs et spectateurs, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être source d'information et je dirais destination de cette même information, donc de cible, et surtout vous parlez de censure, de liberté, face, je dirais, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein, au-delà même de la nature même de la radio, selon qu'elle soit numérique, sur le web ou traditionnelle, l'auditeur occupe une place de choix, une place centrale. Et c'est la raison pour laquelle certains médias parfois font le pari de la facilité. Parce qu'il n'est pas très compliqué de nos jours de connaître plus ou moins les centres d'intérêt de certains auditeurs, ce qui fait que certains médias, certaines radios focalisent plus soit sur la musique, sur le sport et sur d'autres problématiques. Mais l'auditeur est véritablement, je dirais, le point central de toute cette stratégie qui peut se mettre en place au-delà du débat sur la liberté, la censure, etc. Et qu'est-ce qu'il veut l'auditeur ? L'auditeur veut beaucoup de choses. Parfois, tout est son contraire. Et ça, c'est la grande difficulté. C'est vrai que vous évoquez le fait que l'image avec la radio n'est pas forcément, je dirais, compatible. Mais si je prends l'exemple d'une web radio comme Radio Mboté, nous avons fait le pari, par exemple, d'associer systématiquement l'image à nos émissions. Non pas qu'elle soit filmée, parce que c'est le cas de certaines d'entre elles, mais quand nous avons des invités en plateau, eh bien, nous aimons prendre les photos de nos invités, parce que ce sont nos invités qui, au fond,
deviennent nos ambassadeurs et en fait nos propres, je dirais, relais. Et cette interactivité aujourd'hui, elle est plus que nécessaire, elle est, je dirais, devenue naturelle. On l'a vu notamment avec le fameux printemps arabe dont on a beaucoup parlé. On a chaque fois relevé le rôle des réseaux sociaux dans ce qui s'est passé. La radio, les radios ont eu un rôle extrêmement, je dirais, important. Aujourd'hui, si vous deviez faire une radioscopie, hein, sans jeu de mots, de l'auditeur, vous verrez en fait qu'il y a absolument beaucoup de choses qui parfois sont contradictoires et qui constituent, je dirais, l'essence même de l'auditeur. Du sport, information, de la sensation, etc. Et parfois, ce même auditeur devient, je l'ai dit tout à l'heure, la source d'une information, surtout lorsqu'elle n'a pas été portée à l'attention du plus grand nombre par, je dirais, les médias traditionnels. Monsieur Duguy, l'auditeur de Radio Arabelle, qu'est-ce qu'il veut? Bon, comme chaque auditeur, moi aussi je suis un auditeur, donc je Donc, veux qu'est-ce que bien. vous voulez? Oui, exactement. Donc des sujets qui m'intéressent dans ma vie quotidienne, des sujets qui parlent de ma commune, qui parlent de mes enfants, de l'école. Donc c'est ça le sujet de chaque personne. Donc moi je me mets dans la place d'un auditeur. Donc tout ce que je veux moi-même, c'est l'auditeur en face qu'il veut aussi. Donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de libre antenne, le matin, l'après-midi. Le matin, c'est pour des sujets sociaux. Le soir, pour des sujets d'actualité, parce qu'on a des forums d'IMAT pour midi 13. C'est la rédaction, c'est l'heure de la rédaction. Donc après l'info de midi, donc on traite deux sujets. On invite des hommes politiques, des experts, des personnes actives dans la société civile, donc pour parler de sujets très importants. Et toujours ces sujets-là, entre midi 13, seront repris entre 18 et 19 comme libre antenne. Et là, on voit le retour des auditeurs sur ces sujets-là. C'est très important. Donc et là, on voit beaucoup d'appels, pas mal d'appels. Donc on n'arrive pas à prendre tout impossible, mais on ne prend même pas 1% des appels. Et là, on voit le retour des gens qui sont demandeurs de ce genre de sujet qui leur intéresse. Écoutez, là, on est presque à la fin, donc je vous pose une des dernières questions. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas dire dans votre radio à propos de liberté d'expression, à propos de... Heureusement qu'on vit en Belgique et en Europe aussi. Hein. Nous sommes au Parlement européen, donc il n'y a pas de censure, il n'y a pas de sujet tabou, donc on parle de tout et de rien. Donc voilà. Non, je pense que le bon sens et la responsabilité doivent prévaloir en toutes circonstances. On parlait d'autocensure, effectivement, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'acuité de certaines crises, les précautions de langage doivent être véritablement mises en avant, car l'objectif est avant tout d'informer nos auditeurs. Non, moi, je pense que on peut tout dire. Nous, disons cela, qu'on a la chance de pouvoir tout dire, je pense. Et par contre, on doit travailler à côté de nos collègues qui n'ont pas cette chance. Et comme je le disais, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas pour en trouver. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça il faut se souvenir une chose, la question de la sécurité des journalistes est une question à l'ordre du jour. Il y a des statistiques qui sont faites d'ailleurs par l'UNESCO qui démontrent que 96% des journalistes qui ont reçu des attaques, donc qui ont été tués, blessés, ou impliqués donc, dans des actes violents, 96% sont des journalistes en milieu local. Soit-il en milieu associatif, commercial, ça ne change rien. Et donc voilà, donc, on a la chance de pouvoir tout dire. On a par contre un grand boulot à faire pour défendre nos collègues qui se trouvent dans des situations par contre beaucoup plus difficiles. Voilà. Oui, non, moi je suis un enfant de la libre antenne. J'écoutais dans mon lit pendant que mes parents dormaient avec ma petite radio. Bon, tout ce que les gens avaient à dire, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup appris de choses. Mais évidemment, il faut le faire de façon responsable, quoi. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, moi je pense que c'est vrai, on a de la chance. On peut dire beaucoup de choses ici, quoi. Ça c'est génial. Ouais. Mais voilà, malheureusement, on est arrivé à la fin. Je vous remercie pour votre mot. A été tout très intéressant. J'invite qui nous écoutent à voir la vidéo sur le site internet du Bureau des liaisons de l'UNESCO de Bruxelles, où il y aura tout le débat aussi en vidéo. Je vous remercie à tous. Pour en revenir justement au débat, donc on fait de la radio, mais on passera à la vidéo aussi. Mais voilà. Ouais. Non, merci au Parlement et merci à l'UNESCO d'avoir organisé ça et à Alessio d'avoir modéré.
Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.